Commençons le livre. 4 heures par semaine pour un corps d'enfer. Introduction. Optimiser son corps avec un minimum d'effort. L'ouvrage de Timothy Ferriss propose une approche révolutionnaire pour transformer son physique sans y consacrer sa vie entière. En s'appuyant sur des années d'expérimentation personnelle et de recherches scientifiques approfondies, l'auteur dévoile comment obtenir des résultats exceptionnels avec un investissement en temps dérisoire. L'idée centrale repose sur la recherche de la dose minimale efficace, un concept fascinant qui bouleverse les dogmes traditionnels de la remise en forme et de la nutrition. Ce livre se distingue par son pragmatisme absolu et ses méthodes non conventionnelles, offrant des solutions concrètes pour la perte de graisse, la prise de muscle et l'amélioration du sommeil. Il mérite d'être lu car il prouve qu'une transformation radicale est accessible à tous, à condition d'agir avec stratégie et intelligence. C'est un véritable manuel d'optimisation biologique pour quiconque souhaite reprendre le contrôle de sa santé. Chapitre 1. La dose minimale efficace pour des résultats maximaux. L'idée de transformer son corps évoque souvent des images de souffrance, de sueur et d'heures interminables passées dans une salle de sport. Pourtant, la philosophie centrale de cette méthode repose sur un principe radicalement différent et profondément libérateur, la dose minimale efficace. Pour comprendre ce concept, il suffit d'observer l'eau qui bout. À 100 degrés Celsius, l'eau entre en ébullition. Chauffer cette même eau à 110 degrés n'apporte absolument rien de plus, si ce n'est un gaspillage d'énergie. L'ébullition est déjà atteinte. Ce principe s'applique de manière identique à la biologie humaine et à la transformation physique. Dans notre société, on a tendance à croire que plus on en fait, meilleurs seront les résultats. C'est le fameux mythe de l'effort continu et de la douleur nécessaire. Cependant, le corps humain ne fonctionne pas comme un compte en banque où chaque effort supplémentaire génère des intérêts proportionnels. Il réagit à des stimuli précis. Une fois que le stimulus nécessaire pour déclencher la perte de graisse ou la croissance musculaire est atteint, tout effort supplémentaire devient non seulement inutile, mais potentiellement contre-productif, car il puise dans les réserves de récupération de l'organisme. Prenons l'exemple du bronzage. Si 15 minutes d'exposition au soleil suffisent à déclencher la production de mélanine et à faire brunir la peau, rester une heure entière sous un soleil de plomb ne rendra pas le bronzage 4 fois plus beau. Cela provoquera simplement des brûlures. La dose minimale efficace était de 15 minutes. Tout le reste n'est que dommage collatéral. Appliqué à l'exercice physique, cela signifie qu'il existe un seuil précis au-delà duquel soulever des poids ou courir sur un tapis roulant ne fait qu'épuiser le système nerveux central sans apporter de bénéfices supplémentaires. Ce concept s'inspire largement de la loi de Pareto, ou principe des 80-20, qui stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. L'objectif est donc d'identifier ces 20% d'actions cruciales qui vont générer la quasi-totalité des transformations physiques souhaitées. En se concentrant exclusivement sur ces actions à haut rendement, on libère un temps précieux pour d'autres aspects de la vie, tout en obtenant un corps plus sain et plus athlétique. Pour appliquer cette philosophie avec succès, il est indispensable d'adopter l'état d'esprit d'un scientifique dans son propre laboratoire. Le corps devient un terrain d'expérimentation où chaque action est mesurée et évaluée. C'est ici qu'intervient l'importance cruciale du suivi et de la collecte de données. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Cependant, il faut choisir les bonnes mesures. La balance traditionnelle, par exemple, est un outil de mesure extrêmement trompeur. Elle ne fait aucune distinction entre la graisse, le muscle, l'eau et les os. Une personne peut très bien perdre 2 kg de graisse et gagner 2 kg de muscle au cours du même mois. Sur la balance, le poids restera strictement identique, ce qui pourrait engendrer une immense frustration et conduire à l'abandon. Pourtant, la composition corporelle aura radicalement changé, et la silhouette sera beaucoup plus fine et tonique. C'est pourquoi il est préférable de se fier à des mesures plus précises, comme le pourcentage de masse grasse, ou plus simplement, à l'utilisation d'un mètre ruban pour mesurer la circonférence de la taille, des hanches et des cuisses. Cette approche scientifique permet de se détacher émotionnellement du processus. Si une méthode ne fonctionne pas après avoir été testée rigoureusement pendant quelques semaines, ce n'est pas un échec personnel ni un manque de volonté. C'est simplement une donnée qui indique qu'il faut ajuster la variable. Ce changement de perspective est fondamental. Il élimine la culpabilité souvent associée au régime et au programme d'entraînement raté. En fin de compte, la recherche de la dose minimale efficace est une quête d'élégance et d'efficacité. C'est l'art d'obtenir le maximum de résultats avec le minimum d'interférences dans la vie quotidienne. Cela demande de remettre en question les idées reçues, d'ignorer les magazines de fitness qui prônent des entraînements de 2 heures par jour, et d'accepter que la simplicité est souvent la clé de la réussite. En comprenant et en appliquant ce principe, on pose les fondations solides d'une transformation physique qui sera non seulement rapide, mais surtout durable au fil des années. Chapitre 2. Le régime à glucides lents pour fondre rapidement. L'alimentation est souvent perçue comme un labyrinthe complexe de calories, de macronutriments et de restrictions frustrantes. Pourtant, la perte de graisse peut être orchestrée de manière remarquablement simple grâce au régime à glucides lents.
Cette méthode nutritionnelle ne repose pas sur le calcul obsessionnel des portions ni sur la faim constante, mais sur une sélection stratégique des aliments visant à maintenir un taux de sucre sanguin parfaitement stable tout au long de la journée. La première règle, et sans doute la plus importante, consiste à éliminer impitoyablement tous les glucides blancs ou qui peuvent l'être. Cela inclut le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les céréales et les aliments panés. Ces aliments provoquent des pics d'insuline majeurs dans le sang. L'insuline étant l'hormone de stockage par excellence, sa présence en grande quantité signale au corps de stocker l'énergie sous forme de graisse et bloque simultanément la combustion des graisses existantes. En retirant ces aliments de l'assiette, on désactive le mécanisme de stockage des graisses. La deuxième règle prône une simplicité extrême, manger les mêmes repas encore et encore. La fatigue décisionnelle est l'ennemi numéro 1 de toute tentative de changement alimentaire. Si l'on doit se demander à chaque repas ce que l'on va cuisiner, évaluer les calories et chercher des recettes complexes, on finit inévitablement par céder à la facilité d'un plat préparé ou d'une restauration rapide. En construisant 3 ou 4 repas types composés d'une source de protéines, de légumineuses et de légumes, et en les alternant, on automatise la nutrition. Les légumineuses, comme les lentilles ou les haricots noirs, sont la pierre angulaire de cette approche. Elles fournissent une énergie durable, évitent les coups de fatigue et garantissent une satiété prolongée grâce à leur richesse en fibres. La troisième règle s'attaque aux calories liquides. Il est fascinant de constater à quel point on peut ingérer une quantité astronomique de calories sans même s'en rendre compte, simplement en buvant. Les sodas, les jus de fruits, le lait et les boissons énergisantes sont à proscrire totalement. Ils inondent le foie de sucre sans déclencher les signaux de satiété que procurerait un aliment solide. L'hydratation doit reposer exclusivement sur l'eau, le thé non sucré et le café noir. Une exception notable est accordée au vin rouge, dont la consommation modérée, à raison d'1 ou 2 verres par jour, n'entrave pas la perte de graisse et peut même offrir certains bénéfices antioxydants. La quatrième règle bouscule une croyance profondément ancrée. Il faut éviter les fruits. Bien que les fruits soient naturels et riches en vitamines, ils contiennent du fructose. Le fructose est métabolisé différemment des autres sucres. Il est traité directement par le foie et converti très facilement en triglycérides, c'est-à-dire en graisse. L'être humain n'a pas évolué pour consommer des fruits sucrés toute l'année, mais seulement de manière saisonnière. Pour une perte de graisse optimale, il est donc préférable de tirer ces vitamines et minéraux des légumes, qui sont beaucoup moins denses en sucre. Enfin, un aspect crucial de ce régime concerne le petit déjeuner. Il est impératif de consommer une quantité significative de protéines, idéalement 30 grammes, dans les 30 minutes suivant le réveil. Ce simple geste a un impact métabolique profond. Il relance la machine après le jeûne de la nuit, stabilise la glycémie pour le reste de la journée et réduit drastiquement les envies de sucre en fin d'après-midi. Des œufs entiers, accompagnés de lentilles et d'épinards, constituent le petit déjeuner parfait pour enclencher la combustion des graisses dès le matin. Ce mode d'alimentation peut sembler restrictif au premier abord, mais il offre une liberté immense. Il n'y a pas besoin de peser ses aliments ni de compter les calories. On peut manger jusqu'à satiété, tant que l'on pioche dans les catégories d'aliments autorisés. La viande, le poisson, les œufs, les légumes verts et les légumineuses peuvent être consommés à volonté. Cette abondance prévient le sentiment de privation qui fait échouer la majorité des régimes traditionnels. De plus, cette approche s'adapte très bien à la vie sociale. Dans n'importe quel restaurant, il est possible de commander une pièce de viande ou un poisson, et de demander à remplacer les frites ou le riz par un supplément de légumes ou une salade. Les ajustements sont simples et discrets. En adoptant le régime à glucides lents, on transforme son corps en une machine à brûler les graisses, fonctionnant avec une énergie constante et une clarté mentale renouvelée, loin des montagnes russes glycémiques provoquées par l'alimentation moderne. Chapitre 3. L'art de la relâche ou comment tricher intelligemment. Maintenir une discipline de fer sans aucune interruption est une utopie qui mène invariablement à l'épuisement psychologique et à l'abandon. C'est ici qu'intervient le concept le plus réjouissant et le plus contre-intuitif de cette méthode, le jour d'écart hebdomadaire. Loin d'être une faiblesse ou un échec, cette journée de relâche totale est une composante obligatoire et stratégique du processus de transformation physique. Elle joue un rôle fondamental, tant sur le plan mental que physiologique. Sur le plan psychologique, savoir qu'une journée par semaine est dédiée à la satisfaction de toutes les envies culinaires rend les 6 autres jours de discipline infiniment plus faciles à supporter. Lorsqu'une envie irrépressible de chocolat, de pizza ou de pâtisserie survient un mardi, il ne s'agit pas de se l'interdire définitivement, ce qui créerait une frustration grandissante. Il suffit de se dire qu'on la garde pour le samedi. Cette simple reprogrammation mentale élimine le sentiment de privation. Le jour de relâche agit comme une soupape de sécurité, relâchant la pression accumulée et permettant de repartir le lendemain avec une motivation intacte. Mais les bénéfices de cette journée d'excès vont bien au-delà de la simple psychologie. Sur le plan physiologique, elle est absolument vitale pour maintenir un métabolisme élevé. Lorsqu'on réduit l'apport calorique et qu'on limite les glucides pendant plusieurs jours consécutifs, le corps, dans sa sagesse ancestrale, perçoit cette situation comme un début de famine.
Pour se protéger et conserver ses réserves d'énergie, il ralentit le métabolisme en diminuant la production d'hormones thyroïdiennes. La perte de graisse commence alors à stagner. C'est précisément là que le jour d'écart entre en jeu. En inondant soudainement l'organisme de calories et de glucides, on envoie un signal fort au cerveau. La nourriture est abondante, il n'y a aucune famine à l'horizon. Ce pic calorique massif provoque une augmentation de la leptine, l'hormone de la satiété, et relance la production des hormones thyroïdiennes. Le métabolisme s'accélère à nouveau. Paradoxalement, c'est en mangeant de grandes quantités de nourriture de manière ponctuelle que l'on s'assure de continuer à brûler des graisses le reste de la semaine. Cependant, il ne s'agit pas de se rendre malade sans aucune stratégie. Il existe des techniques d'optimisation pour limiter les dégâts de cette avalanche calorique et s'assurer que l'excédent d'énergie soit dirigé vers les muscles plutôt que vers le tissu adipeux. La première technique consiste à commencer cette journée de relâche par un petit déjeuner riche en protéines, identique à celui des autres jours. Cela permet de ne pas démarrer la journée avec un pic d'insuline incontrôlable et de réduire légèrement l'appétit pour les excès à venir. Une autre stratégie redoutable implique l'utilisation de contractions musculaires brèves avant et après les repas copieux. Faire quelques dizaines de flexions sur les jambes ou des pompes contre un mur pendant 1 minute ou 2 suffit à ouvrir des récepteurs spécifiques dans les muscles. Ces récepteurs agissent comme des portes qui aspirent le sucre présent dans le sang pour reconstituer les réserves d'énergie musculaire. Ainsi, une grande partie des glucides ingérés lors du repas de relâche servira à nourrir les muscles plutôt qu'à remplir les cellules graisseuses. L'utilisation de certaines boissons peut également moduler l'absorption des sucres. Consommer un peu de jus de pamplemousse avant le repas, ou boire du maté, aide à lisser la courbe de la glycémie et à ralentir la vidange gastrique. Ces petits ajustements biologiques permettent de profiter pleinement des pâtisseries et des plats riches sans en subir les conséquences néfastes sur la balance. Il est tout à fait normal de constater une prise de poids sur la balance le lendemain de cette journée d'excès. Cette augmentation n'est pas de la graisse, mais principalement de la rétention d'eau liée au stockage des glucides dans les muscles, ainsi que le poids physique des aliments en cours de digestion. En reprenant l'alimentation stricte dès le lendemain matin, cette eau disparaîtra en 48 heures, et la perte de graisse reprendra de plus belle, propulsée par un métabolisme revigoré. Le jour d'écart transforme l'approche de la nutrition. Il détruit la culpabilité associée à la nourriture plaisir. On apprend à utiliser les aliments riches non plus comme un réconfort émotionnel honteux, mais comme un outil physiologique précis. C'est une célébration hebdomadaire qui prouve qu'il est possible d'avoir un corps exceptionnel tout en profitant des plaisirs de la table, à condition de le faire avec méthode et intention. Chapitre 4. Bâtir une musculature impressionnante en un temps record. La construction musculaire est entourée de nombreux mythes, le plus tenace étant qu'il faut passer des heures à soulever des poids tous les jours pour obtenir des résultats visibles. Pourtant, la physiologie de la croissance musculaire obéit à des règles bien plus simples et bien moins chronophages. L'objectif n'est pas de fatiguer le corps à l'extrême, mais de lui envoyer un signal clair et indéniable qu'il doit s'adapter en créant de nouveaux tissus. C'est le principe du protocole d'Occam, une méthode d'entraînement minimaliste d'une efficacité redoutable. Pour comprendre cette approche, il faut saisir le mécanisme de l'hypertrophie. Le muscle ne grossit pas pendant l'entraînement. Au contraire, l'entraînement crée des micro-déchirures dans les fibres musculaires. C'est pendant la phase de repos, et particulièrement pendant le sommeil, que le corps répare ses fibres en les rendant plus épaisses et plus fortes pour anticiper un futur effort similaire. Si l'on s'entraîne trop souvent, on interrompt constamment ce processus de réparation. Le corps n'a jamais le temps de surcompenser, et la croissance stagne, menant rapidement à l'épuisement. La méthode préconise donc des séances d'entraînement extrêmement brèves, dépassant rarement les 20 minutes, et espacées de plusieurs jours. La clé réside dans l'intensité de l'effort. Pour déclencher le signal de croissance, il faut amener le muscle à l'échec total. L'échec musculaire ne signifie pas simplement que l'exercice devient difficile ou douloureux. Cela signifie qu'il est physiquement impossible de terminer la répétition en cours, malgré un effort maximal. C'est cet instant précis de défaillance mécanique qui force le système nerveux à ordonner la construction de nouveaux muscles. Pour atteindre cet échec en toute sécurité et maximiser la tension sur les fibres, la cadence du mouvement est primordiale. Fini les mouvements rapides et saccadés qui utilisent l'élan. Chaque répétition doit être exécutée avec une lenteur délibérée. 5 secondes pour soulever le poids, et 5 secondes pour le redescendre. Cette lenteur élimine toute tricherie, protège les articulations et maintient le muscle sous une tension continue. Une seule série de 7 à 10 répétitions effectuées à cette cadence jusqu'à l'échec absolu suffit amplement pour stimuler la croissance. Les exercices choisis doivent être des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils engagent plusieurs grands groupes musculaires simultanément. Les développés pour les épaules, les tirages pour le dos, et les presses pour les jambes sont les piliers de ce programme. En se concentrant sur ces mouvements majeurs, on déclenche une réponse hormonale systémique bien plus puissante que si l'on isolait de petits muscles avec des exercices secondaires. En parallèle de ce protocole de renforcement pur, un outil se démarque par sa polyvalence et son efficacité redoutable, l'haltère russe, ou poids à poignet.
Le mouvement de balancement effectué avec cet équipement est sans doute l'un des exercices les plus complets qui soient. Il cible l'ensemble de la chaîne postérieure, des mollets jusqu'aux épaules, en passant par les ischio-jambiers, les fessiers et les muscles érecteurs du rachis. Le balancement d'haltère russe n'est pas un mouvement de bras, mais une explosion des hanches. C'est un exercice de puissance qui corrige la posture souvent voûtée par les heures passées devant un ordinateur, tout en brûlant une quantité massive de calories en un temps record. 1 ou 2 séances par semaine, composées de séries courtes mais intenses de balancement, suffisent à transformer radicalement la silhouette, à sculpter les fessiers et à forger une sangle abdominale en acier, sans jamais avoir besoin de faire le moindre exercice d'abdominaux classique. Bien entendu, cette stimulation mécanique doit être soutenue par une nutrition adéquate. Pour construire du muscle, le corps a besoin de matériaux de construction, c'est-à-dire de protéines, mais aussi d'un excédent calorique. Il est impossible de bâtir une maison sans briques et sans énergie. Augmenter significativement les portions de viande, d'œufs et de légumineuses les jours d'entraînement est indispensable pour fournir à l'organisme les ressources nécessaires à la synthèse protéique. Au fur et à mesure que la force augmente, le corps mettra de plus en plus de temps à récupérer de ses efforts extrêmes. Il faudra alors espacer davantage les séances, passant d'un entraînement tous les 3 jours à un entraînement tous les 5, voire tous les 7 jours. C'est un paradoxe difficile à accepter pour beaucoup. Plus on devient fort, moins on doit s'entraîner souvent. En respectant cette physiologie de la récupération et en appliquant la dose minimale efficace d'intensité, on peut bâtir une musculature impressionnante en ne passant que quelques heures par mois à soulever des poids. Chapitre 5. Le sommeil parfait et la récupération physique absolue. Le sommeil est le grand oublié des programmes de transformation physique. On se concentre sur la nutrition et l'entraînement, en négligeant le tiers de notre vie où se produisent les véritables miracles biologiques. C'est durant la nuit que les muscles se réparent, que les hormones se régulent, que la mémoire se consolide et que la graisse est oxydée. Optimiser son sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour quiconque souhaite améliorer ses performances et sa composition corporelle. La qualité du sommeil prime largement sur la quantité. Passer 8 heures dans un lit à se tourner et se retourner est bien moins bénéfique que 6 heures d'un sommeil profond et ininterrompu. Pour atteindre cette qualité optimale, il faut comprendre les signaux environnementaux qui dictent notre rythme circadien, et le premier d'entre eux est la température. Le corps humain a besoin de se refroidir pour initier l'endormissement et plonger dans les phases de sommeil profond. Une astuce contre-intuitive mais redoutablement efficace consiste à prendre un bain chaud ou une douche bien chaude environ 1 heure avant le coucher. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins à la surface de la peau, ce qui permet ensuite au corps d'évacuer rapidement sa chaleur interne une fois sorti de l'eau. Cette chute rapide de la température corporelle centrale agit comme un puissant somnifère naturel. Maintenir la chambre à coucher à une température fraîche, autour de 18 ou 19 degrés, facilite également ce processus de refroidissement nocturne. La lumière est le deuxième facteur crucial. L'évolution nous a programmés pour nous endormir à la tombée de la nuit et nous réveiller avec le soleil. Aujourd'hui, nos environnements sont saturés de lumières artificielles, en particulier la lumière bleue émise par les écrans de téléphone, d'ordinateur et de télévision. Cette lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, trompant le cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore grand jour. Pour contrer ce phénomène, il est indispensable de réduire l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant le coucher. L'utilisation de lunettes filtrant la lumière bleue ou l'installation d'applications modifiant la colorimétrie des écrans en soirée peuvent grandement aider. De plus, la chambre doit être plongée dans une obscurité totale. Le moindre voyant lumineux d'un appareil électronique peut perturber les cycles de sommeil. L'utilisation d'un masque de nuit de bonne qualité et de bouchons d'oreille permet de s'isoler complètement des perturbations extérieures, créant un cocon propice à une récupération profonde. L'alimentation joue également un rôle subtil mais important dans la qualité des nuits. Se coucher le ventre vide peut entraîner une chute de la glycémie au milieu de la nuit, ce qui provoque la libération de cortisol, l'hormone du stress, et entraîne des réveils intempestifs. Consommer une petite collation riche en graisses saines et en protéines juste avant de dormir, comme une cuillère de beurre d'amande ou quelques branches de céleri, permet de maintenir une glycémie stable jusqu'au matin, garantissant un sommeil ininterrompu. La récupération ne concerne pas seulement le sommeil, mais aussi la gestion des blessures et des douleurs physiques. La sagesse populaire recommande souvent le repos absolu et l'application de glace en cas de blessure musculaire ou articulaire. Pourtant, l'immobilité est souvent l'ennemi de la guérison. Les tissus ont besoin d'un afflux sanguin constant pour évacuer les toxines et apporter les nutriments nécessaires à la réparation cellulaire. Au lieu de rester immobile, il est préférable d'encourager le mouvement doux et la circulation sanguine autour de la zone blessée. Des techniques de massage profond, l'utilisation de rouleaux de massage ou des étirements très légers permettent de défaire les adhérences tissulaires et d'accélérer la guérison. Le corps est une machine conçue pour bouger, et c'est par le mouvement contrôlé qu'il se répare le mieux. En considérant le sommeil et la récupération non plus comme des périodes d'inactivité, mais comme des phases actives d'optimisation biologique, on change complètement de paradigme. Un sommeil parfait décuple l'énergie diurne,
améliore la résistance au stress et maximise les résultats de chaque effort physique et nutritionnel entrepris durant la journée. C'est le socle invisible sur lequel repose toute transformation durable. Chapitre 6. L'amélioration des performances et de la vitalité globale. Au-delà de la simple perte de graisse ou de la prise de muscle, l'optimisation du corps humain s'étend à l'amélioration globale de la vitalité, de l'énergie et des performances athlétiques. Il s'agit de repousser les limites de ce que l'on pensait possible, en utilisant des leviers biologiques souvent méconnus. L'un des aspects les plus cruciaux de cette vitalité, tant pour les hommes que pour les femmes, réside dans l'équilibre hormonal, et plus particulièrement dans l'optimisation de la testostérone. La testostérone n'est pas seulement l'hormone de la musculation. Elle est le moteur de l'énergie, de la confiance en soi, de la clarté mentale et de la santé sexuelle. Or, le mode de vie moderne, le stress chronique et les régimes pauvres en graisse ont tendance à faire chuter drastiquement ces niveaux hormonaux. Pour relancer la production naturelle de testostérone, il faut fournir au corps les matières premières dont il a besoin. Le cholestérol, souvent diabolisé à tort, est le précurseur direct de cette hormone. Intégrer des graisses saturées saines dans son alimentation, comme celles présentes dans les œufs entiers, le beurre de qualité ou certaines viandes, est fondamental. De plus, des carences en vitamines et minéraux spécifiques, comme la vitamine D, le zinc ou le sélénium, peuvent bloquer la production hormonale. La consommation de noix du Brésil, riche en sélénium, ou d'huile de foie de morue, peut avoir un impact spectaculaire sur les niveaux d'énergie et la libido en l'espace de quelques semaines seulement, sans avoir recours à des traitements médicaux lourds. Une autre méthode radicale pour stimuler la vitalité et accélérer le métabolisme est l'exposition au froid, ou thermogenèse induite par le froid. Le corps humain possède un type de graisse particulier, appelé tissu adipeux brun, dont la fonction n'est pas de stocker l'énergie, mais de la brûler pour générer de la chaleur. En s'exposant volontairement à des températures basses, par le biais de douches froides ou de bains glacés, on active cette graisse brune. Cette exposition au froid force l'organisme à puiser massivement dans ses réserves de calories pour maintenir sa température interne à 37 degrés. C'est une technique redoutable pour surmonter les plateaux de perte de poids. De plus, le choc thermique provoque une libération massive d'endorphines et de noradrénaline, offrant un regain d'énergie immédiat et une sensation de bien-être profond qui dure des heures. C'est un exercice de résilience mentale autant qu'une astuce physiologique. Dans le domaine des performances sportives, et plus particulièrement de la course à pied, l'approche minimaliste fait également des merveilles. Beaucoup de personnes s'épuisent à courir des dizaines de kilomètres par semaine, abîmant leurs genoux et leurs chevilles, sans pour autant améliorer leur vitesse ou leur endurance. Le secret ne réside pas dans le volume d'entraînement, mais dans la biomécanique du mouvement. La plupart des coureurs amateurs attaquent le sol avec le talon, créant une onde de choc destructrice à chaque foulée et freinant leur propre élan. En modifiant sa technique pour atterrir sur le milieu ou l'avant du pied, et en augmentant la cadence de ses pas, on utilise la gravité à son avantage. On ne pousse plus le sol, on se laisse tomber vers l'avant en rattrapant son équilibre. Cette méthode réduit considérablement les risques de blessures et permet de courir plus vite et plus longtemps avec un effort perçu bien moindre. L'amélioration des performances ne nécessite pas de s'entraîner comme un athlète professionnel préparant les Jeux olympiques. Elle demande simplement d'appliquer des principes biomécaniques et physiologiques précis. Que ce soit par l'optimisation hormonale, l'utilisation stratégique du froid ou la correction de la posture de course, chaque petit ajustement crée un effet de levier puissant. Le corps devient une machine plus résiliente, plus forte et plus vibrante, capable de relever les défis du quotidien avec une aisance déconcertante. Chapitre 7. Bilan. Arriver au terme de cette exploration des capacités humaines demande de prendre du recul sur l'ensemble des concepts abordés. La véritable puissance de cette approche ne réside pas dans l'application aveugle d'une série de règles strictes, mais dans l'adoption d'un nouvel état d'esprit. Il s'agit de devenir le propre architecte de sa biologie, un expérimentateur curieux et détaché, capable d'observer les réactions de son corps avec objectivité. Le chemin vers une transformation physique durable est rarement une ligne droite. Il y aura inévitablement des moments de stagnation, des semaines où le poids ne bougera pas, ou des jours où l'énergie fera défaut. Dans une approche traditionnelle, ces moments sont perçus comme des échecs cuisants, menant à la culpabilité et à l'abandon. Ici, ils ne sont que des retours d'information. Si une méthode cesse de fonctionner, on ne se blâme pas, on modifie simplement une variable. On ajuste l'apport en protéines, on modifie la durée du sommeil, ou on ajoute une séance d'exposition au froid. Cette flexibilité mentale est la clé de la longévité. Les régimes dogmatiques échouent parce qu'ils exigent une perfection impossible à maintenir sur le long terme. En intégrant des concepts comme le jour de relâche hebdomadaire ou la dose minimale efficace d'entraînement, on crée un mode de vie soutenable. On ne vit plus pour s'entraîner ou pour manger parfaitement. On utilise l'entraînement et la nutrition comme des outils discrets pour améliorer sa qualité de vie. L'aspect social de cette transformation ne doit pas être négligé. Changer ses habitudes alimentaires ou son rythme de vie suscite souvent l'incompréhension, voire les critiques de l'entourage.
Refuser le pain au restaurant ou commander un petit déjeuner atypique peut attirer les regards. Il est important d'assumer ses choix avec le sourire, sans chercher à convertir tout le monde. Les résultats physiques et le regain d'énergie parleront d'eux-mêmes bien plus efficacement que n'importe quel discours argumenté. Une fois les objectifs initiaux atteints, qu'il s'agisse de perdre 20 kg de graisse ou de doubler sa force physique, une nouvelle phase commence, celle du maintien. La beauté de ce système est que le maintien demande encore moins d'efforts que la phase de transformation. Le métabolisme étant réparé et la masse musculaire augmentée, le corps devient beaucoup plus tolérant aux écarts. Les habitudes sont ancrées, et les choix sains deviennent automatiques, ne nécessitant plus aucune volonté de faire. De plus, la maîtrise acquise sur son propre corps a tendance à se propager à d'autres domaines de l'existence. Lorsqu'on réalise qu'il est possible de transformer radicalement sa physiologie avec quelques actions simples et ciblées, on commence à appliquer ce même principe d'efficacité à son travail, à ses finances ou à ses relations personnelles. L'optimisation biologique devient un tremplin vers une optimisation globale de la vie. En fin de compte, ce voyage au cœur de la mécanique humaine nous enseigne une leçon précieuse. Nous avons infiniment plus de contrôle sur notre santé et notre apparence que ce que la génétique ou la société veulent bien nous faire croire. Il n'est pas nécessaire de souffrir au quotidien pour exceller. En alliant la science, la mesure précise et une touche d'anticonformisme, chacun possède le pouvoir de sculpter le corps et la vie qu'il désire, avec une élégance et une efficacité redoutables. La transformation n'est plus un combat épuisant, mais une aventure fascinante et continue.